Ce que j'entends, c'est qu'il y a réellement qu'il y a une forme effectivement de grand écart entre ceux qui sont dans des visions finalement corporate assez conceptuelles et puis ceux qui sont sur le terrain, qui se le coltinent, qui sont dans le concret, qui sont dans l'humain. Et on voit que finalement, vous avez réussi à faire en sorte que ces deux mondes-là dialoguent bien. Donc un monde institutionnel, mais ils sont plus là, mais ils étaient très bien dans leur rôle. Hein. Un monde institutionnel et puis un monde d'entrepreneurs qui se coltinent des sujets très durs qui sont ceux de le partage de la valeur et concrètement comment on fait en sorte que la croissance, si on peut encore utiliser ce mot-là, ou la prospérité que l'on crée embarque tout le monde et avec des exemples touchants et inspirants. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez des collectivités, il en reste, je vous rassure. Oui. Certains disaient on n'est peut-être pas trop en avance pour le faire. Est-ce qu'il d'abord, il est trop tard ou il n'est jamais trop tard? Et est-ce que vous avez envie de nous situer justement dans cette échelle du temps en disant oui, le temps presse, allons-y, ou est-ce qu'on est bien? Alors, vous avez été courageux de prendre cette date du 23 septembre parce que vous faites de l'ombre à New York, hein, au sommet pour le climat. Désolé, c'est pas, ils ont beaucoup moins de monde. Mais comme moi j'interviens en dernier, je fais un petit peu voiture balai, donc j'ai écouté absolument tout le monde parce que je devais faire aussi la synthèse de ce qui était dit. Non, on est quand même dans une situation qui est grave. Elle est grave au sens où il faut réellement se ressaisir. Mais pour autant, moi j'ai une petite phrase que j'aime beaucoup, que j'avais utilisée en 2008. Il est trop tard pour être pessimiste. Donc le pessimisme, c'est une posture intellectuelle. Maintenant, il faut y aller. Donc les collectivités, tous ceux qui vont pouvoir embarquer seront les bienvenus. Après, il y a probablement des questions de méthode à poser. Et il y a des problèmes, il y a des questions d'alliance, de méthode, avec qui on travaille, pour quels résultats, dans la mesure où il y a probablement des modèles économiques innovants qui se décident, des modes de gouvernance aussi de plus en plus pertinents. Et puis on questionne de plus en plus ce que j'appelle moi la ligne Maginot entre le monde lucratif et le monde non lucratif, entre le monde des grandes entreprises et le monde des PME. Il me semble que compte tenu de la complexité des sujets auxquels nous devons apporter des solutions rapides, toutes ces postures me paraissent aujourd'hui complètement obsolètes. Justement, sur la méthode, votre regard de parisienne, je plaisante, votre regard de spécialiste, est-ce que justement vous pouvez donner un message? Parce qu'on a bien vu là, on a balayé plusieurs exemples, mais on n'a pas balayé une méthode. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire oui, il y a des gens qui savent maîtriser cette méthode? On a bien vu que les CCI aujourd'hui disaient venez vers nous, on va pouvoir le faire. On a vu qu'il y avait des gens qui pouvaient être exemplaires. Mais comment on s'appuie demain, chef d'entreprise, TPE, PME, pour se lancer dans l'aventure? Alors, une chose sur laquelle je voudrais revenir, on a parlé de la RSE, on a parlé de la loi Pacte, on a parlé de ces deux statuts, alors qu'il n'y en ait pas un, il y a une reconnaissance d'entreprise à mission, mais d'aucuns en disent oui, mais c'est déjà derrière nous, je crois que c'est Monsieur Rine qui disait ça, et puis le fonds de pérennité, la fondation actionnaire, on a parlé d'économie circulaire, on a parlé aussi de toutes les entreprises dans le domaine de l'insertion. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'on doit dépasser la RSE, on va dire la RSE saison 1. La RSE saison 1, elle a été très utile. Il ne faut absolument pas renier les acquis de cette prise de conscience, mais c'est une page qui se tourne. Et elle est apparue d'ailleurs au début des années 2000. Et aujourd'hui, on peut considérer que elle a été un tout petit peu dévoyée, dans la mesure où elle s'apparente plus à une démarche de conformité, c'est-à-dire on coche les cases qui consistent à dire est-ce que je fais ça bien, comme ci, comme ça, etc., par rapport d'ailleurs à un reporting qui est exigé du législateur. Et ça, je dirais, bon, vous pouvez toujours y aller, je me ferais étriper si je vous disais de ne pas y aller, mais à condition de ne pas en faire quelque chose de roboratif et de vain. Il faut réellement le mettre au service du sens et précisément de la performance. Donc ce qui me paraît intéressant, nonobstant le fait que vous allez aller vers le statut de société à mission ou pas, ou de fondation actionnaire et remettre à plat votre gouvernance, ce qui me paraît intéressant, c'est que vous questionnez réellement maintenant la gouvernance de votre entreprise, c'est-à-dire le fonctionnement des instances de contrôle et des instances des instances de dirigeantes, pour se dire clairement qu'est-ce qui, dans ce qu'on fait au quotidien, qu'est-ce qui a un sens et qu'est-ce qui présente une utilité au regard des enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous devons répondre, nous, entreprises, formidable levier de transformation de la société. Et la grande nouveauté de la loi Pacte, et je pense que les CCI seraient intéressés au moins à suivre la démarche,
c'est précisément que pour la première fois, on a mis ces questions au cœur de la gouvernance des entreprises. C'est-à-dire qu'une politique de responsabilité sociale rarement rentre dans un conseil d'administration, rentre dans un COMEX ou dans un commissaire, ou alors de façon sympathique. Mais en tous les cas, là, la loi permet de positionner ces sujets au cœur du réacteur dans les fonctions régaliennes de l'entreprise. Et forcément, ça aura un impact sur les modèles économiques. La méthode, pour moi, elle est maintenant de poser ces questions, vraiment poser ces questions dans les conseils d'administration, débattre avec les actionnaires, faire rentrer ces sujets dans les assemblées générales, premièrement. Sinon, on se paye de mots. Donc, il faut réellement que l'actionnaire, mais pas que l'actionnaire, il faut que les associés, les fondateurs d'entreprises, les actionnaires, et quelle que soit d'ailleurs la forme, même des formes coopératives, moi j'entends un homme, une voix, c'est très bien, il y a beaucoup de coopératives qui sont loin d'avoir des gouvernances exemplaires. Donc, se poser la question du sens et de l'utilité dans ces instances, premièrement. Vraiment, indépendamment du fait que vous allez dans un statut, souhaiter en mission, etc. Quelle que soit la formule, le tout, c'est de faire passer le message. Absolument. Après, il y a un autre sujet qui est vraiment le modèle économique. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat, mais tant qu'on est dans un modèle économique linéaire, c'est-à-dire je prélève, je transforme, je jette, et tant qu'on ne se pose pas vraiment la question de l'utilité de ce qu'on fait, donc ça rejoint le sens, on ne va pas vraiment avancer. Et si je peux me permettre, je vais encore mettre les pieds dans le plat, je fais une très grande différence entre responsabilité et utilité. Et l'utilité, c'est finalement la finalité que l'on veut donner à son entreprise. C'est-à-dire quelle est l'utilité de l'entreprise face à ces enjeux, des enjeux de solidarité, d'écologie, humanitaire, sociaux, etc. Alors je suis désolée de vous le dire, mais vous pouvez être une entreprise responsable sans être le moins du monde utile à l'humanité et à la planète. Alors, on n'est plus nombreux, donc on peut le dire. Voilà. C'est pas très grave. Voilà, et c'est extrêmement important de comprendre ça, puisque vous pouvez, allez, je ne vais pas nommer d'entreprise parce que ce n'est pas le sujet, mais vous pouvez par exemple produire des boissons gazeuses ou des pâtes à tartiner fabuleuses, même si vous avez des certifications qui sont de l'huile de palme bio certifiée, ça n'empêche pas que ce que vous faites n'a aucune utilité pour la planète et pour l'humanité confrontée à ces enjeux et à cette urgence. Donc, l'idée, la finalité, c'est vraiment se poser la question de l'utilité de mes produits et de mes services à une époque qui est complètement inédite pour l'humanité. Parce qu'il ne s'agit pas de trouver un nouveau modèle économique pour relancer la croissance, il s'agit d'un changement de civilisation. Je suis désolée de le dire de façon un peu solennelle, mais c'est bien une nouvelle civilisation. Et je ne fais pas partie de celles qui pensent ou de ceux qui pensent qu'il n'y a plus rien derrière. Donc il faut peut-être, et ça a été dit dans les tables rondes très intéressant, parce que tous vos participants avaient quelque chose en commun de formidable. C'est que oui, Martin Richer a dit, le sens, il ne se décrète pas, il n'est pas transcendant. Peut-être, absolument, il n'est pas transcendant, il se cherche. Mais il y avait une chose qui était en commun avec tous vos orateurs, oratrices, c'est qu'ils avaient des valeurs. Et ils avaient des sacrées valeurs. Donc on voit bien que ça ne part pas non plus de nulle part. Et donc ces valeurs, c'est formidable, les vraies valeurs sincères, c'est formidable pour capitaliser, pour trouver justement son utilité et le sens que l'on veut donner à l'engagement de l'entreprise dans la cité. Et on voit bien que là, la méthode, embarquer les actionnaires, embarquer les associés, être dans la sincérité, repenser le modèle économique et le partage de la valeur, vous l'avez dit. Alors là aussi, il ne faut pas se payer de mots, être vraiment dans le partage effectif de la valeur. Et c'était notre président, votre président de région, Alain Rousset, qui parlait de les patrons américains. Vous savez, les patrons américains qui ont vu la Vierge. Il faisait mention au BRT, le Business Roundtable, qui s'est tenu le 19 août dernier. En fait, oui, en gros, ils disent, on arrête Milton Friedman, l'intérêt de l'entreprise, c'est de créer la valeur pour l'actionnaire, et on accueille Freeman, c'est pas le même, Freeman, c'est la théorie des parties prenantes qui date des années 80, qui était de dire il faut partager la valeur. Mais c'est tout simplement parce qu'une entreprise qui ne se pose pas la question aujourd'hui de partager la valeur compte tenu de la complexité des enjeux et des attentes des parties prenantes, elle est morte. Donc eux, ils ont bien compris que pour bâtir le monde de demain, il fallait peut-être maintenant lâcher un petit peu du lest. Mais c'est très bien, et moi je prends, et j'en suis heureuse. Mais simplement, ça suppose un changement de logiciel assez radical. Et se poser la question de l'utilité, alors peut-être que je suis un petit peu militante sur l'utilité, parce que l'utilité est un concept philosophique. Ce qui est utile pour moi n'est pas forcément pour vous. Mais parlons d'entreprise contributive. Voilà.
Quelle est la contribution, c'est-à-dire la solution que votre entreprise peut apporter compte tenu des enjeux socio-environnementaux auxquels nous devons apporter des réponses? Voilà. Et là, actionnaires, engagez-vous, vraiment. On a besoin des actionnaires. Moi, je ne diabolise pas du tout les actionnaires. Actionnaires, engagez-vous. Patron, chef et chef présidente d'entreprise, repensez le partage de la valeur, remobilisez vos équipes. Ceux qui arrivent sur le marché, je les appelle les Sustainable Natives. Alors, c'est un peu de l'anglicisme. En fait, c'est ceux qui sont nés avec les problèmes écologiques. Ils ont 20 ans. Je veux dire que moi, j'enseigne l'économie circulaire à l'école centrale, mais ils me demandent de balancer des noms d'entreprises. Ils ont, vous savez, ce fameux manifeste des étudiants pour le climat. C'est pas un vain mot. Ils sont en recherche de sens, même au point que certains en sont quasiment à imaginer des trajectoires professionnelles très différentes. Donc vous voyez qu'il y a quand même un tremblement de terre qui fait que les entreprises ne peuvent plus penser avec des logiciels qui sont un peu datés. Donc, enfin datés compte tenu de l'urgence. Donc, économie circulaire, ça a été évoqué, c'est très bien. Commencez à penser en mode économie circulaire, en mode économie locale. Donc, nouveau modèle économique, nouveau modèle de gouvernance, repenser le partage de la valeur. Et peut-être, et ça a été dit, c'était Monsieur Denis, je pense qu'il l'avait dit, peut-être que cette sacro-sainte croissance du chiffre d'affaires, il faut aussi la questionner. Parce que peut-être que si votre chiffre d'affaires, votre résultat continue de croître, la vraie question est de savoir, mais quelle est la vraie redistribution de richesse? Peut-être qu'il faut que ça croisse moins facialement, mais qu'il y ait de façon régulière une redistribution de richesse plus forte auprès des clients, des collaborateurs, du territoire. Ce qui m'amène à un point central dans la méthode, et là, c'est l'objet d'une nouvelle conférence, c'est de vous poser la question, comment est-ce qu'on embarque les professions du chiffre? Quel impact? Comment on mesure l'impact? Parce que tant qu'on est sur un alphabet financier universel, c'est très facile, c'est très pauvre, mais c'est facile, puisqu'on est dans des approches très quantitatives. Mais quand on aborde des sujets d'impact qui sont des sujets éminemment plus qualitatifs, comment les professions du chiffre sont capables de repenser la création de valeur? Et comment, du coup, on arrive à créer des ensembles comparables quand il y a autant, je dirais, de biodiversité dans les entrepreneurs. Déjà, là, la biodiversité à laquelle on a vu était très riche entre Tulle, La Rochelle et Bordeaux. Voilà, donc il faut aussi qu'il y ait une révolution des financiers, des professionnels du chiffre, et un alignement, je le répète, entre actionnaires, dirigeants, collaborateurs, parties prenantes. Et ça suppose vraiment, et je le redis, repenser vos modèles économiques. Quelle est l'entreprise que vous voulez être? Quelle est la place que vous voulez avoir dans la marche du monde? Ce qui me fait penser... Alors moi, je n'ai pas cité Épictète, je vais citer Einstein. Essayez de m'en souvenir. Ça nous changera. Alors Einstein disait que la folie n'était pas... Ah oui, la folie, c'est de se comporter toujours de la même manière, mais d'espérer des résultats différents. Donc, de toute évidence, on continue à se comporter de la même façon et on a une forme de pensée magique qui est de dire « ça va le faire ». Non, ça ne va pas le faire. Il faut remettre à plat, mais c'est aussi un message enthousiasmant puisque donner du sens, c'est reconnecter avec la part d'humanité qui est en chacun d'entre nous et on la conjugue avec l'entreprise. Merci beaucoup, Geneviève Ferron-Creuset.